Le contrat de maçonnerie, ou bail à prix fait, qui est à l'origine du temple actuel, qui fut à l'origine une église bâtie à neuf pour accueillir les nouveaux convertis de Moussac, c'est-à-dire les protestants qui ne pouvaient plus, depuis 1685, pratiquer leur culte réformé. Ce préfet donc ne fait pas mention, comme dans certains villages alentours, de la destruction du temple. Or, celui-ci a existé à Moussac puisqu'on trouve dans le compois du début du XVIIIe siècle la mention du plan du temple. Le plan, tiré de l'occitan plané, est un espace dégagé. Ici, il s'agit de l'espace laissé vide par la destruction du temple. Il faut donc imaginer que le contrat de bail a pu omettre de demander au preneur la destruction du temple, à moins que cela n'ait été réalisé déjà, et qu'il ne s'agissait plus que de mobiliser les matériaux au sol. Les pierres utilisées pour la construction de l'église en 1686 sont de factures différentes et certaines très anciennes. Il n'est donc pas impossible que l'édifice actuel soit en grande partie constitué des pierres du temple du XVIIe siècle qui lui-même a pu investir l'église de Moussac, située dans le fort, dont nous n'avons pas encore pu localiser l'emplacement. Ce que nous pensons à ce stade, c'est qu'elle est insérée dans le rempart, comme cela s'est souvent fait à l'époque de la fortification des villages. En effet, ces grands travaux, où des murailles de 5 à 6 mètres de hauteur étaient élevées, avec un certain nombre de tours, ont souvent été l'occasion, dans de nombreux villages, de rebâtir une église souvent très vieille. Pour des raisons pratiques et économiques, on les appuya sur la muraille du lieu en construction. Partons à la recherche de ce temple. Dans le compois du début du XVIIIe siècle, plusieurs maisons voisinent avec ce plan du temple. En recomposant grossièrement ce réseau urbain autour du plan du temple, on se rend compte qu'un pâté de maisons est situé au-dessus de celui-ci, que la muraille est située au levant, c'est-à-dire à l'est, et qu'une rue permet de sortir du lieu à cet endroit à travers la muraille. La mention de biens de la communauté fait penser à la présence de tours et donc peut-être même du corps de garde. Enfin, une longue rue limite le dit quartier à l'ouest. Pour replacer ce quartier sur le plan cadastral, il nous faut considérer le compois dans son ensemble. À vrai dire, il est différent de celui de 1619 où nous pouvons retracer la déambulation de son auteur puisqu'il passa de maison à maison à partir de l'entrée sud du village, entrée majeure supposée du village dans un microdoc précédent. On le voit donc remonter la rue, passer à l'ouest du château, puis revenir par le nord et redescendre vers le sud par l'autre côté. Au début du XVIIIe siècle, l'auteur du compois, celui qui nous intéresse, commence par enregistrer les personnes les plus notables. Le seigneur de la tour, le viguier, le lieutenant de juge, des bourgeois, et seulement ensuite, il va encadastrer les simples villageois sans titre. Mais à bien y regarder, cette fois-ci, pour les roturiers et sans grade, il va partir du nord pour finir au sud. Et c'est dans les dernières feuilles du compois, avant que n'apparaissent tous les propriétaires dont les maisons sont situées hors le fort, qu'apparaissent les mentions du plan du temple. Celui-ci est donc au sud, et c'est très vraisemblablement ici qu'il se situait dans cet espace vide, collé au rempart, et qui correspond bien à la grossière description donnée il y a quelques instants. En résolvant la question de la localisation du temple de Moussac, nous résolvons peut-être d'un même mouvement la question de la localisation de l'église catholique médiévale. Mais cela est évidemment une autre histoire.